Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'actualité de ce mardi 17 janvier 2012. La CAN 2012, première apparition des Lions face à la Zambie samedi, jour du coup d'envoi de la joute continentale. Le drapeau national reçu des mains du chef de l'État par le capitaine Mamadou Niang ce soir, avec la promesse de revenir avec la coupe. Bavure militaire à Ziguinchor lundi, un étudiant de nationalité bissau-guinéenne tué par balle. Marche silencieuse au sud du pays ce mardi de ses camarades qui tiennent une assemblée générale mercredi. Le mouvement du 23 juin se dresse contre la candidature du président Abdoulaye Wade. Le M23 programme une série de manifestations pour empêcher le chef de l'État sortant à briguer un nouveau mandat. Santé, drépanocytose, la vie difficile des étudiants atteints de la maladie, difficile pour eux d'étudier avec une prise en charge médicale qui laisse à désirer. Et puis le focus sur une année scolaire déjà très secouée, grève à l'UCAD, la plus grande université du pays, grève aussi dans le moyen secondaire. Y a-t-il lieu de craindre une année blanche? Nous invitons ce soir Chermo de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP. Bienvenue. Bonsoir Blaider. Bonsoir. La CAN, ce sera pour tout à l'heure. Khalifa Diakhaté, bonsoir. Bien, bonsoir. Le résumé de l'actualité, d'abord la mort de l'étudiant bissau-guinéen à Ziguinchor. Les étudiants réclament justice. Ces étudiants qui ont été reçus cet après-midi par le gouverneur de la région de Ziguinchor, ce au terme d'une procession silencieuse, une façon de dénoncer la mort de leurs camarades et également une façon de réclamer justice. Jean-Michel Cabral, c'est la victime, et donc victime d'une balle lors d'une manifestation d'étudiants réprimés par les forces de l'ordre. Bakary Konté nous en parle de Ziguinchor. Khalifa, les étudiants faisaient une procession silencieuse dans les différentes artères de la ville de Ziguinchor pour rendre hommage au jeune étudiant bissau-guinéen Jean-Michel Cabral tué par balle hier lors d'une manifestation de protestation. Ces jeunes du Sud Info Ces jeunes élèves de Sud Info demandent aux autorités de faire la lumière sur cette affaire. Ils ont terminé leur procession à la maison familiale de Jean-Michel Cabral au quartier Kadior de Ziguinchor. Les étudiants ont même déclaré qu'ils accompagneront la début mortelle jusqu'en Guinée-Bissau, pays d'origine du défunt étudiant Jean-Michel Cabral. Les établissements scolaires et les universités de Ziguinchor se sont donné rendez-vous demain pour échanger sur la question. Les élèves et étudiants ont promis d'organiser une marche pour montrer leur colère. Le vice-consul de la Guinée-Bissau à Ziguinchor, Louis Correa, a lancé un appel au calme. Le gouverneur Cheikh Tidiane Dièye a entamé une médiation pour calmer la situation. Selon Kandiak François Senghor, délégué des étudiants à l'université, il réclame le paiement de leur bourse de fin d'année. Ils réclament le paiement de leur bourse, l'équipement du bloc scientifique, les réseaux Wi-Fi pour faciliter la connexion à Internet, entre autres doléances. Bakary Konté, merci. La suite. La suite, c'est l'actualité politique Khalifa avec la candidature du président Abdoulaye Wade, le M23 déterminé à lui barrer la route. Les membres du mouvement du 23 juin entendent organiser une série de manifestations. Le calendrier prend fin le 29 janvier. Le 18 courant déjà, le M23 est aux côtés du SAES pour justement soutenir ce syndicat des enseignants du supérieur. Le 22, les jeunes du mouvement marchent pour la libération de leur camarade Barthélémy Diaz en prison. Le lendemain, le 23, c'est la banlieue qui accueille une manifestation contre la candidature de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012. Par ailleurs, les camarades de Alioune Tine annoncent qu'ils se donneront tous les moyens pour empêcher le report de la présidentielle. C'est une question, bien sûr. La suite. Assainissement, un programme pour organiser le marché des boues de vidange. C'est une initiative en faveur des ménages démunis de la région de Dakar. L'idée principale, améliorer l'hygiène et les conditions de vie des populations à faible revenu. Le directeur de l'Office national de l'assainissement avec Fatiba Atanarba.
va prioritairement se développer dans les zones de Pikine et de Guédiawaye. Pourquoi ces zones? Parce qu'on a constaté que 65% de ces populations, dans ces zones précisément, utilisent la vidange manuelle. Sont dotés de fosses septiques et utilisent la vidange manuelle. Donc on s'est dit que pour mieux préserver le cadre de vie, l'hygiène et la santé publique dans ces environs, il fallait que ce projet commence à se dérouler à ce niveau-là. Il y a une composante recherche qui est très importante parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse développer des stratégies assez pertinentes sur le plan de la recherche. Il y a également un volet marketing et communication, un volet réalisation de travaux parce que comme je le disais tantôt, on a prévu de rapprocher les centres de dépotage des zones d'intérêt pour mieux minimiser les coûts d'exploitation et enfin un important volet assistance à maîtrise d'ouvrage. Tournée de prise de contact du ministre des Forces armées dans les différents services de la gendarmerie nationale. Moustapha Sourang a visité entre autres l'école de gendarmerie. Impression recueillie après visite. Émile Diouf, Madani Mariga. Il restera encore que l'État va privilégier, ainsi que l'armée, par rapport à beaucoup d'autres secteurs sociaux. Puisque les fonctions de l'armée sont naturellement de sécurisation des populations, avec une présence très large, un spectre de présence sur l'ensemble du territoire national, avec des fonctions de protection de la population, de participation à l'exercice de la fonction judiciaire, également à l'exercice de sécurisation du territoire national avec certaines unités qui sont des réserves directement rattachées à la présidence de la République, et également avec un dispositif d'information qui permet à l'État d'être en veille et de suivre tout ce qui se passe. Parce qu'un État qui n'est pas bien informé est un État aveugle. Or, nous sommes très contents de constater que le niveau d'équipement, le niveau de formation de nos hommes et de la gendarmerie est très élevé, et de ce point de vue de l'information que l'État doit connaître, notamment les plus hautes autorités, notre gendarmerie est très opérationnelle. Soul to Care, ça ressemble beaucoup à Soul Care chez nous, mais ce n'est pas cela. La musique qui compatit, traduction littérale de l'anglais, met le cap sur Gossas pour 2012. Gossas Mamoudou, c'est après Diourbel, Thiès et Dakar. En 2011, l'association soutient les détenus avec l'appui de l'église protestante. Un soutien vestimentaire mais également alimentaire. Écoutez l'initiateur avec Fatih Djeng et Madani Mariga. C'est en 2011 où j'avais fait un concert dans les prisons de Diourbel, de Thiès, et ça a été très 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 bénéfique. Ça m'a tellement touché de voir des gens dans des conditions assez difficiles, il faut le dire, hein, très difficiles. Et moi qui suis d'origine africaine, moi je viens du Cameroun, et là j'arrive au Sénégal et je vois des frères, des amis africains dans des conditions comme ça. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un truc ici même, une deuxième année de suite, à travers mon association qui est Soul to Care. Soul to Care, on utilise la musique soul justement pour faire du bien, comme le mot l'indique. Et donc, ce choix pour le Sénégal, pour les prisons du Sénégal. Soul to Care, donc pour soutenir les détenus. Mamoudou, c'était tout pour ce point sur l'actualité. Merci Khalifa Diakhaté. Cautionnement pour les élections législatives du 17 juin prochain. Chat échaudé craint l'eau froide après la caution de 65 millions jugée élevée pour la présidentielle du 26 février. Certains acteurs politiques redoutent une augmentation du montant pour la députation, une caution qui était de 15 millions aux législatives de 2007. L'opposition souhaite même une baisse de cette caution par crainte d'un scrutin censitaire. Un document d'Ibrahim Khan Iboudjoufa. Tant de la caution pour les élections législatives de juin, les partis politiques ne veulent pas d'une somme exorbitante. Nous ne sommes pas pour une somme exorbitante parce que simplement la démocratie c'est quoi? Mais la démocratie c'est l'expression de la volonté du citoyen qui doit pouvoir s'exprimer. Si on fixe un montant qui ne permet pas à un nombre important d'acteurs politiques et de coalitions de pouvoir compétir, ça pose problème. Autre question soulevée au cours de cette rencontre, le retrait des cartes d'électeurs. À ce niveau, les formations politiques relèvent quelques insuffisances. À quelques encablures des élections, nous avons contesté que les cartes sont en souffrance dans beaucoup de commissions et qu'il fallait prendre des dispositions pour peut-être mettre en place des commissions itinérantes pour permettre aux cartes d'arriver auprès des citoyens, parce que le gouvernement doit se donner les moyens pour que des citoyens puissent accéder à leurs cartes et participer au scrutin. Face à ces inquiétudes,
le ministre joue la carte de l'assurance. Il y a peut-être quelques problèmes. Les problèmes, c'est tout simplement les gens ne sont pas venus prendre leur carte. Et aussi, on a parlé d'informations, de communication qui existent, mais qu'il faudra renforcer, tout simplement, et créer des commissions qui vont faire le tour, des commissions itinérantes, et bien pour que le maximum de citoyens puissent disposer de leur carte et voter. Aujourd'hui, la majorité des partis de l'opposition se dit favorable pour une baisse de la caution fixée à 15 millions de francs lors des législatives de 2007. La mouvance présidentielle, quant à elle, souhaite que cette caution soit revue à la hausse. De l'argent, on en a également besoin quand on a perdu sa maison, effondrement d'une dalle d'un immeuble des HLM Mariste à Dakar. Retour sur les lieux désertés par leurs habitants. Les propriétaires n'ont pas attendu longtemps pour bénéficier de leurs droits. Quelques jours seulement après l'incident, ils viennent d'être indemnisés par la SNHLM, ce qui n'est pas encore le cas pour les locataires de l'immeuble et ils le font savoir. Reportage Maïmouna Ndiaye à Tanarba. Immeuble K des HLM Mariste. Dans cette bâtisse, une dalle s'est effondrée dans la nuit du 11 au 12 janvier dernier. Suite à cet incident, les occupants évacuent les lieux pour éviter le pire. On ne m'a pas informé. Bon, on m'a dit qu'il faut quitter. D'ici, l'heure est grave et puis vous risquez votre vie aussi ici, c'est pas sûr. Aujourd'hui, les propriétaires interrogés se réjouissent de la démarche adoptée par la société SNHLM. Ils ont dit de quitter. Chaque fin du mois, on va me donner 80 jusqu'à ce qu'on rétablisse l'immeuble. Ils nous ont donné un taux de 180 000 pour le paiement de location. On est en train de chercher les logements. Je crois que tout le monde est parti, ils ont eu leur logement. Il ne reste que nous et on vient d'obtenir notre logement. On va sortir demain, aujourd'hui même. Pour cette dame trouvée dans son appartement, il n'est pas question de quitter les lieux, car elle n'a pas encore été indemnisée par la dite société. J'attends les gens des HLM pour pouvoir prendre une décision. Pour le moment, je n'ai pas encore de maison. D'ailleurs, c'est demain que je dois aller aux HLM pour voir. Après les immeubles I, R et S, l'immeuble K vient rallonger la liste des bâtiments inhabités au Mariste. La série noire au Maris, 10% de la population nationale est porteur de la gène de la drépanocytose et étudier et vivre en même temps avec la maladie n'est pas très simple. Les étudiants drépanocytaires éprouvent beaucoup de difficultés liées à leur éducation et à leur prise en charge. Ils lancent un appel aux autorités pour un meilleur accès aux soins. À leur rencontre, Fatou Kinedem devant la caméra de Diafaraba. Les étudiants drépanocytaires se sont délaissés. Le service médical du COUD et le service social ne seraient pas en mesure de les prendre correctement en charge. Imaginez un drépanocytaire qui a été conduit par l'ambulance de l'université, qui arrive à l'hôpital principal en urgence. On le fait patienter pendant 40 minutes alors qu'il est en train de subir une prise radio-occlusive avec des douleurs intenses qui sont classées par l'OMS de niveau 3. Les responsables du service social du COUD, pour leur part, ne souhaitent pas se prononcer sur la question. Ces étudiants éprouvent d'énormes difficultés liées à l'éducation et parfois leur chance de continuer leurs études est hypothéquée. Si vous voyez un drépanocytaire, par exemple, qui tombe malade et qui n'arrive pas à suivre les cours normalement, cette personne qui rate les cours rate des matières. Et donc, qui va l'aider à rattraper ces matières? Et voilà une personne qui rate beaucoup de cours. Le service d'hématologie du centre de transfusion sanguine nouvellement construit se veut un centre de référence. Seulement, les moyens font défaut pour le suivi des patients. Et malgré l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose, des défis sont encore à relever. Il faut donc que l'approche pluridisciplinaire de la prise en charge de la drépanocytose soit plus effective. Que les drépanocytaires qui, par exemple, ont des nécroses de hanches puissent pouvoir bénéficier de prothèses. Que ceux qui ont des problèmes ophtalmologiques puissent avoir un traitement accessible par le laser. La drépanocytose touche 10% de la population nationale et tue en silence. Elle se manifeste sur deux formes, AS et SS. Au Sénégal, 1700 enfants naissent chaque année avec la forme grave. Pire,
50% d'entre eux n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Ablaïder, habillé au moins d'une des couleurs nationales pour nous dire que tu supportes les Lions. Ouais, pour accompagner les Lions. Justement, il se trouve que les Lions sont au palais avant le départ pour la CAN. C'est pour la cérémonie traditionnellement de remise du drapeau national par le chef de l'État avant le départ demain mercredi pour Bata en Guinée équatoriale. Le Sénégal rencontre la Zambie en ouverture de cette CAN, ouverture pour le Sénégal, samedi à 21h, heure de Dakar. Les Lions se sont entraînés ce matin à Dakar-Sacré-Cœur, le stade Léopold Sédar Senghor délaissé à cause du mauvais état de la pelouse. Amara qui a peur pour ses joueurs, il craint les blessures. La CAN 2012, c'est du 21 janvier au 12 février prochain. Pour la cérémonie de remise de drapeau au palais, nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions et émissions, dont le journal de la CAN, c'est tous les jours sur la TFM avec Cheikh Tidiane Diao. Nous restons avec les Lions, mais pour parler de ceux du handball, le Sénégal éliminé des championnats d'Afrique au Maroc, le Sénégal battu par l'Égypte. 31-19, c'était aujourd'hui. Hier, rappelons que pour se qualifier, les Lions avaient disposé de la RD Congo 33-19. Des Lions qui ont également perdu leur entraîneur adjoint, Cheikh Sadibou Senghor, coach adjoint donc de Franck Bulle, décédé samedi au Maroc des suites d'une crise cardiaque. Le corps a été rapatrié et inhumé aujourd'hui même. Paix à son âme. Mamoudou pour la suite. Amen. Ablaïder, la lutte pour terminer avec le conseil d'administration du centre Fila de Thiès. C'était aujourd'hui et plus de détails, c'est promis dans Rofo ce soir avec Ngagne Diagne, entre autres invités, à Ibrahim Assar, l'administrateur. Sur ce centre, suivons le chargé du développement de la Fila, la Fédération internationale de lutte. Lutte est notre délégataire de responsabilité sur le Sénégal. C'est lui qui, au nom de la FILA, assure le contrôle et la gestion de l'ensemble de ce qui se passe en matière de lutte. Nous avons des relations particulièrement étroites avec le CNG dans son ensemble et son président, le président Ali Unsar. Des relations qui sont à la fois bien sûr amicales, mais aussi très professionnelles, très structurées. Et nous avons, cette année dans la gestion du centre, pu constater une rigueur dans l'organisation administrative et budgétaire qui nous assure en tous les cas que ce centre a un avenir au Sénégal et qu'il va recueillir donc, je pense, très rapidement aux Jeux Olympiques des résultats très significatifs. Enfin, nous l'espérons. Une fois n'est pas coutume, c'est un Dumont, Monsieur Dumont, qui siffle la fin de cette page des sports, Mamoudou. Merci, Monsieur Der. Focus sur le secteur éducatif qui est très secoué depuis le début de l'année scolaire, aussi bien dans le supérieur que dans le moyen secondaire. Les professeurs ne sont pas contents. Au rythme des grèves et débrayages, le syndrome de l'année blanche commence à hanter l'esprit de certains. Fatou Bintou Konté Diafaraba signe le document. C'est parti pour une autre semaine de grève dans le moyen secondaire, au même moment où l'université n'a jusque-là pas encore démarré ses cours, faute d'avoir obtenu satisfaction de leur plateforme revendicative. Il se trouve qu'il y a au moins 2-3 points qui ont été violés sur le programme d'accord. Le premier, c'est la réforme des titres, qui devrait être effective depuis le 1er octobre. À la même date devait être aussi effectif le réajustement de l'indemnité de logement. Et aussi, nous avons des inquiétudes qui ont été confirmées, malheureusement, il y a quelques jours, que la deuxième phase de la deuxième cité de Fenêtre-Mermoz ne sera pas livrée à date échue, c'est-à-dire à la fin du mois de février. Donc cette grève que nous avons entamée depuis le 7 décembre est une grève induite. Ce n'est pas une grève décidée par le SAES, c'est une grève induite par le non-respect par le gouvernement du protocole d'accord qu'il a signé. Les points de revendication sont au nombre de 6. Le premier réclame au gouvernement le doublement de l'indemnité de documentation de surcharge horaire. Le second point de la plateforme réclame l'alignement de l'indemnité de logement des professeurs sur celle des agents de l'État recrutés avec les mêmes diplômes. Le spectre d'une année blanche se profile à l'horizon, car les enseignants du supérieur ne comptent pas fléchir face à leurs revendications. Le gouvernement, fidèle à sa politique de pourrissement,
est dans cette dynamique, exactement. Nous avons fini par le comprendre. Et nous avons dit aussi que nous n'allons pas croiser les bras. Le 3 janvier, quand le ministre de tutelle nous a reçus, il a eu un mot malheureux. C'est lui qui nous a fait penser à l'année blanche. Parce que c'est lui qui a prononcé le mot année blanche. Même si on levait le mot d'ordre aujourd'hui, même à l'instant où je vous parle, la fac de ne peut pas reprendre les enseignements. La fac des sciences non plus. Ça c'est très clair. Parce que les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas assez de réceptacles. Le gouvernement n'a pas livré les amphithéâtres, n'a rien livré aujourd'hui. Du côté du QCEMS, aussi, c'est la radicalisation totale. Les camarades de Mamadou Mboye s'insurgent contre le dilatoire de l'État et comptent paralyser le système scolaire jusqu'à la satisfaction de leur plateforme. Si le gouvernement ignore royalement l'école, si le gouvernement considère que ses priorités, c'est ailleurs, c'est de s'occuper des élections, c'est s'occuper de militants, c'est donner de l'argent à des lutteurs, à des électeurs, et alors que les enseignants demandent peut-être moins, et évidemment, si le gouvernement continue dans cette lancée-là, si le gouvernement continue à minimiser les enseignants et les mépriser, évidemment, on risque de lever une blanche. D'ailleurs, les enseignants exhortent l'État et les parents d'élèves à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution à la crise scolaire. Il y a un dilatoire total de la part du gouvernement qui ne met pas l'école parmi ses priorités parce qu'on ne peut pas comprendre autrement ce qui se passe dans cette école. Vous allez noter que partout dans le pays, il y a des élèves qui sont en grève parce qu'ils n'ont pas assez de professeurs. Nous lançons un appel au chef de l'État, au Premier ministre, à tous les parents d'élèves pour qu'ils se mobilisent parce qu'il est question de justice, il est question de vérité. La situation qui prévaut dans l'enseignement sénégalais est alarmante. Un système scolaire qui se dégrade aux grandes dents des apprenants. Et nous recevons Cheikh Mbow, le coordonnateur national de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP. Bonsoir, Cheikh Mbow. Bonsoir, Mamoudou. Ces remous sont pour l'année scolaire ce que le lait et pour le feu. Vous surveillez cela de très près? Oui, parce que justement la raison d'être de la coalition, de la COSYDEP, c'est de suivre les objectifs éducation pour tous, les 6 objectifs éducation pour tous. Et de ce point de vue, je pense que ce qui est fondamental, et ce que tous les objectifs partagent, c'est un temps d'apprentissage conséquent. Nous nous rendons compte effectivement qu'avec ces remous, nous n'allons pas garantir ce minimum de temps. Le fameux quantum horaire. Le fameux quantum horaire, le temps d'apprentissage. Ah ben ça c'est clair, parce que cette année, ça risque d'être pire. Je crois que tous les indicateurs que nous avons là, en tout cas, ne nous permettent pas d'être optimistes. Quels sont ces indicateurs? Ces indicateurs, vous avez vu, nous avons constaté que le début d'année scolaire a été vraiment... donc il n'y a pas eu un démarrage réel de l'année scolaire en octobre et novembre. Décembre, c'est un demi-mois. Janvier, c'est la CAN, mais ensuite, campagne électorale. Février, les élections présidentielles. Mars, nous savons dans tous les pays d'Afrique, après les élections, nous avons le droit, en tout cas, d'alerter. Parce que nous constatons très souvent qu'il y a des perturbations qui suivent les élections. Dans un pays normal, il y a des élections, il y a des manifestations sportives. Très juste. Rien ne se passe. Très juste, mais nous voulons, quand on fait de l'alerte, quand on veut mettre le doigt sur le problème, quand nous voulons alerter, parce que nous sommes une organisation de la société civile, nous partons des réalités. Ce que nous avons constaté en Afrique de manière générale, c'est qu'après des élections qui vont se passer au Sénégal en février, nous craignons qu'il y ait des perturbations durant le mois de mars. Vous prenez le mois d'avril, c'est un demi-mois. Mais on va aller vers la préparation des élections législatives qui seront organisées en juin. Juillet, c'est encore la préélection. Pour dire quoi? Que d'octobre à juillet, nous serons constamment dans un environnement qui, en tout cas, ne garantit pas un espoir quant à un quantum horaire conséquent. Voilà ce qui fait que, en plus maintenant de ces remous, de ces grèves, nous avons, en tout cas malheureusement, nous serons dans ce constat de dire que le quantum horaire pourrait être largement affecté. Voilà donc ce que nous avons constaté, et nous ne sommes pas limités à ça, parce que nous avons demandé à nos antennes régionales de nous faire des remontées d'informations pour savoir quelle est la situation actuelle du système dans les régions. Et nous nous rendons compte que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Donc de ce point de vue, nous alertons. Vous parlez de la CAN, vous parlez de la présidentielle, mais c'est une belle occasion. Pourquoi ne pas interpeller les candidats? Pourquoi aussi ne pas sensibiliser les lions? Oui, c'est vrai que c'est une opportunité qu'on pourrait saisir et qu'on va saisir au niveau de la COSYDEP, parce que nous avons pris justement l'option d'organiser des rencontres d'échange avec les différents candidats sur les OMD. Que chacun puisse nous éclairer sur son projet éducatif. Qu'est-ce qu'il propose aux Sénégalais?
Et ça sera compilé dans un livret qui sera distribué sur l'ensemble du territoire national. Oui, cette opportunité, nous la saisirons. Mais nous nous rendons compte que les enfants, eux, ces enfants-là qui sont là, qui ont moins de 18 ans, qui ne sont pas forcément, en tout cas, acteurs dans ce jeu d'adulte, ces enfants, ils vont être perdants malheureusement. Parce qu'ils risquent d'avoir un temps qui sera largement grignoté. Donc voilà ce qui fait que nous considérons que, oui, dans un pays normal, comme vous dites, et je suis tout à fait en phase, l'État qui est garant des politiques publiques de manière générale, qui doit s'occuper du fonctionnement des institutions. Et l'école est une institution importante. L'État, justement, à travers ses représentants, en tout cas le pouvoir en place, est en train de dire, mais tout cela n'est pas fortuit, que ça s'agite de partout, en soupçonnant les enseignants, en fait, de faire de la politique. Vous savez, nous, on n'est pas dans une posture de culpabiliser. Ça, on ne le fera pas. On n'est pas dans une posture, en tout cas, de culpabiliser quiconque soit. Ce que nous disons, très simplement, c'est que la centralité doit se faire au niveau de l'apprenant. Ce que nous constatons aussi, c'est qu'un corps, quand il subit pendant plusieurs années, en tout cas des maladies, ce corps risque un jour de périr. Et nous nous rendons compte que depuis longtemps, il y a eu des alertes, des signes. C'est des absences de professeurs par là, lycée qui n'est pas terminé par ici, abri provisoire par là, retard de salaire par ici. Et donc il y a eu beaucoup de signes qui font que ça peut s'accumuler dans ce contexte politique. Et ça peut être une occasion, une opportunité pour certains de pouvoir se lever. C'est la seule manière d'expliquer ce qu'on constate aussi bien à l'université qu'au moyen secondaire. Ces grèves. Comment vous l'expliquez? Oui, ça c'est un élément. De simultanéité, de synchronisation. Ça c'est un élément. L'autre élément, c'est que si on se rappelle des élections passées, c'était en ce moment justement que les syndicats s'étaient levés pour obtenir les fameuses IRD. C'est là où on sentait des augmentations exorbitantes par rapport à tous les fonctionnaires. Donc peut-être qu'ils peuvent se dire aussi que ça c'est une opportunité, c'est un contexte qui est propice où il faut essayer effectivement de s'imposer à l'autre acteur pour pouvoir bénéficier de tel ou tel autre avantage. Ça peut être ça comme préoccupation. L'autre élément que nous constatons, c'est le problème qui est posé par les syndicats, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non-respect des engagements. Ça veut dire qu'il y a eu des discussions, il y a eu des engagements qui avaient été pris. Mais malheureusement, très souvent nous le réclamons d'ailleurs, nous acteurs de la société civile. Nous considérons que quand il y a deux parties qui discutent, il faut qu'il y ait une autre partie jugée neutre ou supposée neutre qui vienne constater les engagements. Et justement, on n'est pas toujours présent dans ces rencontres-là. Oui, nous avons été à Sali pour discuter de manière globale, mais quand il s'agit de négociations, nous ne sommes pas toujours présents. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des remontées d'informations venant des syndicats d'enseignants qui nous donnent leur lecture, qui nous informent de la situation. Nous sommes aussi souvent saisis par le ministère qui nous donne aussi des informations par rapport à l'avancement des questions posées. Mais de manière générale... En tant qu'arbitre, vous dites quoi aujourd'hui? En tant qu'arbitre, nous disons qu'il faut, mettre la centralité sur l'enfant. C'est important pour nous. 2, quand il y a des engagements qui sont pris, il faut les respecter. 3, nous considérons qu'il faut qu'il y ait une plus grande présence, une plus grande, en tout cas, mobilisation communautaire. Il faut que les communautés, il faut que les citoyens puissent se dire enfin que l'école, ça ne doit pas être l'école de l'enseignant et du ministre. Alors, dernière chose, Cheikh Mbow, tout le monde parle de risque d'année blanche. Vous êtes un observateur, vous êtes là-dedans. Y a-t-il vraiment risque d'une année blanche? En tout cas, si nous observons en tout cas tous ces indicateurs-là dont on a parlé tout à l'heure, nous pouvons craindre, même à défaut d'avoir une année blanche, une année qu'on pourrait forcer à ne pas être blanche, mais qui ne répondrait pas au minimum de quantum qui est exigé, 900 heures. Voilà ce que la communauté internationale considère que c'est le minimum pour faire de la qualité. On fera moins que ça. Et nous, non seulement on fera moins de ça, mais nous attirons l'attention sur le fait que quand on demande 900 heures aux Français, qui apprennent à partir de leur langue, nous ici au Sénégal, où nous apprenons à partir de langue étrangère, nous devions chercher peut-être 1200 ou 1500 heures. Et nous sommes sûrs, nous sommes persuadés que nous ferons beaucoup moins de 900 heures. Et ça, c'est inquiétant. Merci, Cheikh Mbow, d'être venu sur le plateau de l'incontournable. C'est la fin pour ce soir. Je vous rappelle, le drapeau national entre les mains des Lions en partance pour la Guinée équatoriale. Coup d'envoi de la CAN 2012 samedi. Les Lions feront face à la Zambie. Merci, bonsoir, à demain, Inch'Allah.